On peut attaquer le nouvel ordre mondial, pas frontalement, parce que c'est trop gros, mais on peut l'attaquer par la périphérie arabe. Et là, à la périphérie arabe, Israël est un point faible. Les sionistes, ils viennent de créer une nation israélienne, c'est bon, d'accord. Si demain, ils n'en ont pas besoin, ils la laisseront tomber, ils refont autre chose ailleurs. Ils ont infiltré le judaïsme, comme ils sont en train d'infiltrer l'islam, parce qu'aujourd'hui, certaines pratiques ou certains groupes religieux musulmans, par exemple que je qualifierais de wahhabites, vont exactement dans le sens des sionistes. Que le malheur des uns pourrait faire le bonheur des autres. En tout cas, les bombardements sur la bande de Gaza attisent la curiosité. Ces résidents israéliens ont organisé une journée pique-nique, destination 7 collines avec vue plongeante sur les territoires bombardés. Je suis venu voir Gaza, les attaques aériennes, voir nos avions, pour me divertir un peu en ce jour de Shabbat. On voulait être avec nos compatriotes qui vivent près de Gaza. On voulait voir les attaques et tout ce qui se passe ici. I don't write about Jews, the people. I don't write about Judaism. I try to understand what Jewish identity politics is, how Jewish lobbies operate, what is the ideological, the spiritual, and the cultural impetus behind those lobbies, behind those political activity. I do believe that Jewish identity politics is very, very dangerous for world peace, probably the most dangerous political discourse. And I also think that Jewish identity politics is very, very dangerous for Jews themselves. And I would expect Jews to understand it by now, after suffering for so many times. But apparently they don't, and this is part of the problem. Of course, some Jews do understand it. I and my colleagues are part of what we call authentic Orthodox Judaism, and we feel, more than we feel, we know that, as you mentioned earlier, Zionism is a danger. It's a danger for the world. It's a danger for the Jewish people. It misrepresents Judaism. It brings a blot or stain on the name of Judaism. It also causes terrible danger immediately. I mean, look how many thousands of people have died in Palestine. And so our purpose in coming out to any of these events is to stress, to bring home to people the complete difference, the complete incompatibility of Zionism and Judaism. And we would hope that the world will not blame Jews and Judaism for the wrongdoings of the Zionists and Zionism. Jews demonstrate constantly. There's tens and hundreds of thousands of Jews. Whether you go to Palestine, whether you will go to New York, this is in Palestine, or if you go to any very religious community, here, this is in Washington, D.C., when the president, when Netanyahu came to visit President Obama by the White House, you see tens and tens of thousands of Jews. This is in Jerusalem. This is in, and you can see in Manhattan. This is in Manhattan. So you see that all the religious communities around the world, we have in London and wherever there's a very religious community, because they know their religion, they will stand in total opposition to Zionism.
This is in London. This is the way it is. But unfortunately, in Palestine, the Jews do stand up, but they get brutally beaten. And we can show the pictures of the brutality of the Zionists against the religious Jews, that there's an ongoing phenomenon. Whenever they demonstrate, they stand with guns. The Jews our people are non-militant, we don't have arms, and yet the Zionists come and murder. They beat brutally, they arrest the Jews when they're demonstrating, as you can see these pictures. So this is a happening that is an ongoing thing, and they intimidate. Jews are afraid to speak up because they see that how their brethren are brutally beaten, when they just simply speak up and say, we do not accept the state of Israel, we do not accept what they're doing to the Palestinian people. I mean, in terms of what's going on now, what's your assessment of what Israel is doing in Gaza? I can answer you with 2 words: a war crime. My government is now engaged in a massive war crime, killing hundreds of innocents. It's not just a war crime against the Palestinians, it's a crime against the Israeli people. And on behalf of thousands of Israelis that are demonstrating right now in the streets of Tel Aviv, in Jerusalem, and in many other places, with Palestinians, with internationals, people from all kind of background and all parts of the Israeli society are completely ashamed and against this crazy assault. We know that you cannot kill, as Jewish people, we know that you cannot kill the desire of people to be free. Est-ce que le sionisme est un des enjeux majeurs pour comprendre notre époque, ou est-ce une question secondaire? Ça dépend ce qu'on entend par le mot sionisme. Si les gens croient que le sionisme, c'est simplement le problème d'avoir un État illégitime qui occupe la Palestine, alors on pourrait dire, au fond, c'est vraiment un problème de la Palestine. Le reste du monde n'est pas concerné. Si on pense que c'est juste ça, voilà, bon, on peut avoir de la compassion pour les malheureuses victimes palestiniennes, mais on ne se sent pas concerné. Parce que c'est une question extérieure très loin, voilà, oui. Ne pas concerner notre vie. Bon. Peut-être si on élargit un peu déjà la question, en disant oui, mais alors c'est curieux quand même, parce que ce problème en Palestine devrait avoir une solution juridique, il y a un droit international, tout ça, et depuis plus de 60 ans, il y a un veto systématique à l'ONU dès qu'on aborde l'application du droit international à cet endroit-là. Ce qui fait que, en fait, les Palestiniens sont le seul peuple au monde qui ne peuvent avoir aucun espoir dans le droit international. On leur refuse l'application du droit international. Et dès lors, là, il y a quelque chose qui nous concerne tous, puisqu'il y a une zone de non-droit. Moi, je veux relayer la pensée forte de mes amis israéliens Mikado, Michel Warshawski, Amira Haas, Gideon Lévy, qui disent le gouvernement intérimaire israélien actuel ne veut pas la paix. Et c'est ça qui est grave, car s'il voulait la paix, il négocierait avec le Hamas facilement. Le Hamas serait tout disposé à revenir simplement aux frontières de 1967. Il l'a dit à des interlocuteurs nombreux. Mais les Israéliens n'ont pas d'intérêt réel pour la paix. Ils veulent garder les colonies, ils veulent garder l'occupation. C'est ça qui est contraire au droit international, aux conventions de Genève. Moi, je suis un défenseur acharné du droit international qui est bafoué par Israël, au point maintenant, après ce qui se passe à Gaza, de pouvoir être traité par des hauts fonctionnaires internationaux comme criminels de guerre. My philosophy is very simple. Israel is the Jewish state. It defines itself as the Jewish state. Its airplanes are decorated with Jewish symbols. Those airplanes throw bombs on Palestinians, innocent civilians. This means
that we are entitled to ask, what does it mean? What is the Jewish state? What is Jewishness? What is Judaism? Who are the Jews? And of course, the Jews that returned, so-called, returned to their homeland were not exactly the same Jews who were expelled from their homeland, right? Because these were expelled a couple of thousand years before that. These were not their descendants either, because this has been a very long time. So these are people, the people that actually came back, so to speak, are people that claim some kind of a heritage, some kind of a connection, a relationship to the ancient Hebrews. And they claimed that they had the right to return to their homeland, and this is what Zionism was about, and this was accepted by the world as the right. They had the right to return. Now, if we talk about the right of return of one nation, you'd expect that there would be, if we accept it as a principle, then you'd expect that we'd accept it in general, across the board. Yet when people talk about the right of return of Palestinians to their homeland, suddenly a red line comes up and everybody says, no, we can't talk about the right of return of the Palestinians. It is very clear that Jews do not form a racial continuum. Yes. I was asked about it, about this issue yesterday in a talk here in Basel. They are not forming a racial continuum, but culturally they certainly form a racist attitude. Jewish people are not a race, but Jewishness is racist. And this is the issue. Dans mon premier lieu, j'ai essayé de déconstruire l'essentialisme juif, la vision ahistorique, parfois complètement fausse, de la destin des Juifs dans l'histoire, dans un but précis, oui, j'admets, de construire l'essentialisme pour reculer le racisme en grandissant en Israël. Mais je n'ai pas pensé dans le premier livre de développer l'idée, est-ce que les Juifs ont le droit ou pas le droit sur la terre de Palestine, parce que j'ai jamais pensé que les Juifs ont un droit sur cette terre, même comme j'étais sûr que les Juifs ont été exilés il y a 2000 ans, errés dans le monde, et après ont fait un U-turn, retourné en Palestine. J'ai pensé, j'ai cru il y a 10 ans encore de cette mythe légendaire. Mais je n'ai pas pensé, même en affirmant autrefois qu'il y a un peuple juif et tout ça, je n'ai pas pensé qu'après 2000 ans, quelqu'un a le droit d'une terre qui il est parti, exilé, etc. Parce que si on veut arranger le monde comme c'était il y a 2000 ans, ça devient une maison de fous, une vraie maison de fous. Rachid Ben Aïssa, comme on dit, je suis intellectuel algérien, je suis prof et j'ai travaillé pour l'UNESCO 25 ans. Vous savez, le seul pays où on en trouve des juifs qui parlent encore hébreu correctement, c'est au Yémen. Alors, je suis allé les chercher parce que je suis un linguiste qui travaille sur les langues et j'ai fait de l'hébreu à l'Institut des langues zo. Sauf que les profs qui m'enseignent l'hébreu, ils l'enseignent avec des accents allemands, etc. Ils ne sont pas capables de prononcer les lettres sémitique, l'alphabet sémitique, le ha, le ka, le kha. Alors pour dire Hamas, on va dire Hamas. Pour dire Baruch, avec K, on va dire Baruch. Voilà. Alors qu'on dit Mubarak et Baraka. Donc là-bas, j'ai trouvé des juifs arabes, ne pas confondre, voilà, le mythe. Il y a des juifs arabes, il y a des juifs berbères, comme il y a des chrétiens arabes, des chrétiens berbères. Le juif n'est pas une ethnie, on ne naît pas d'une mère juive. Le juif, c'est une religion. Il y a des arabes qui ont été juifs, il y a qui sont devenus chrétiens, qui sont devenus musulmans. Et ces arabes du Yémen, ces arabes juifs du Yémen,
Eh bien, je les ai rencontrés et je les ai entendus lire la Bible comme un vrai hébraïsant la lit, et c'était mon plus grand bonheur, surtout que j'ai rencontré des gens qui revenaient d'Israël et qui m'ont dit qu'Israël, il y a tout sauf du judaïsme. Play the groove. For sure, Jewish people is an invention. Shlomo Zahn would argue as well that French people are an invention. The German people are an invention, and it is not a secret. The Jews were inventing themselves as a nation in the light of other people. The difference between Jews as a people and other nations is that they for many years managed to celebrate the symptoms of this invention on the expense of other people. And this is the problem. The fact that I one day invented myself as a saxophonist, and I managed even to convince quite a few promoters and other musicians that I'm a saxophonist, and I made it into a career. I don't do it on the expense of anyone else. You want to come to listen to Gilad? Salam alaikum. You don't want? No problem. But the Jewish people invented themselves as a nation and went and consciously took the land of another people. And Bernard Henri Lévy is proud of the fact that of the fact that, as you said, he liberated the Libyan as a Jew. You know, so again, he celebrates his invented symptoms on the expense of a lot of people. Vous rappelez d'ailleurs au long du livre que c'est comme juif que vous avez fait ce voyage en Libye. Ah oui. Ces voyages, cette saison en Libye, c'est comme français, comme écrivain et comme juif. Et quand je suis sur la place de Benghazi, je leur parle. Et je leur dis que je suis là comme... Ils me prennent tous pour l'ambassadeur de Sarkozy. Je leur dis, je suis pas ambassadeur, je suis même pas sarkozyste, je suis français et juif. Fils d'Israël. Vous représentez des tribus, moi je suis aussi le représentant d'une vieille tribu. Ouais. Le fils d'une des plus anciennes tribus du monde. Alors, la tribu d'Israël. Et les types, mon cher Shlomo, m'applaudissent à ce moment-là. Monsieur Lévy, vous avez eu une grande influence politique dans la décision que la France lance une intervention militaire en Libye. Si vous regardez comme les choses ont évolué, est-ce que vous pensez que cette intervention militaire était encore la bonne décision pour résoudre le conflit? J'ai un seul regret aujourd'hui, c'est pas d'avoir fait ce que j'ai fait pour Benghazi, c'est que personne ne le fasse pour Homs, que personne ne le fasse pour Deraa, que personne ne le fasse pour les villes syriennes massacrées. Le nom de Benghazi aujourd'hui, c'est Homs. Bernard-Henri Lévy, merci d'avoir répondu à mes questions. Merci. Dernière question, on sait que vous êtes très attaché à l'État d'Israël, à sa survie, à son existence et à sa vie dans la paix. Est-ce que ces bouleversements dans les révolutions arabes, et notamment en Libye, ne menacent pas la stabilité de l'État d'Israël? Attendez, je suis plus que très attaché, je suis inconditionnellement attaché à Israël. Je suis un ami inconditionnel d'Israël. Et c'est à ce titre que je vous dis qu'au contraire, ces printemps arabes, je pense que c'est bon pour Israël. I want to understand what Bernard Henri Lévy means by saying, I'm proud as a Jew. This is my right. It's not my right. This is a necessity because we are killing more and more people in the name of this interventionist ideology. So Olivia Zamor, who I regard as a friend, by the way, thought that this book is not about Palestine, it's about Jewishness, and she is right. But I argue that Jewishness is the real problem, and this problem is much
larger, much broader than mere Palestine. If Israel or America or France or Britain would attack Iran tomorrow in order to save the Jewish state, this war can escalate into a nuclear conflict, and this would mean that a few weeks later there will be a very big radioactive cloud over Paris. J'étais très impressionné par le développement de sa pensée sur le tribalisme. Voilà. Et ça m'a créé d'ailleurs quelques ennuis avec certains, par exemple l'Union des Juifs pour la paix, Dominique Vidal, qui pense le contraire, enfin qui pense que Gilad Atzmon dérive vers l'antisémitisme. Bon, moi je ne suis pas du tout d'accord. Donc l'idée du tribalisme a été très intéressante. Pour moi c'était vraiment une découverte, enfin la manière dont il l'avait exposé, développé, etc. Mais par contre, moi j'émets quelques réserves sur sa pensée, sur les juifs qui restent juifs tout en étant sionistes et qui, comment dire, maintiendraient une idée du suprémacisme. En fait, lui, ce qu'il voudrait, c'est que les juifs antisionistes ou critiques, il leur reproche de rester juifs. Bon, et moi, je m'élève contre cette prétention. Ne serait-ce que sur le plan personnel, moi je me considère comme un juif. Je suis né juif, j'ai été élevé comme un juif. Et dans une famille très traditionnelle, donc j'ai eu une culture juive très développée. Et je ne vois pas, je suis antisioniste, je ne participe pas au tribalisme, loin de là. Et je ne vois pas, ni comment d'ailleurs, abandonner mon identité juive. Je l'ai, c'est pas comme une chemise qu'on change. Et puis en même temps aussi l'autre critique que j'émettrais contre cette idée de Gilad Atzmon, c'est qu'il met tout le monde dans le même panier. We are aware of the Torah Jews, the Torah Karta, who are Orthodox Jews, who are operating as anti-Zionists, and I don't have any criticism of them. They basically say, we are Orthodox Jews, we follow the Torah, and we do believe that what Israel is doing is against everything we are believing in. I understand it. They said, this is our Torah, and Israeli actions is totally against it. However, left Jews are supposed to be atheists. They are not religious. So when they say, we operate as Jews, or in the name of our Jewish culture, what do they speak about? What is Jewish culture? In Jewish culture, and I looked into it, obviously, there is no any tradition of peace activism. They're operating basically in a racially oriented cell. I can probably join the Jewish pro-Palestinian cell because I'm circumcised by a rabbi. But you can't. Why? Because you're not racially qualified. So is this the message to the Palestinians that there is another racially oriented cell that is operating for them? I don't think so. If they want to operate as Jews, I really want to understand what is the ideology and the spirit that they are promoting. Because as far as I'm aware, there is no humanist text or a body of humanist texts that are recognized as Jewish humanism. There are a lot of Jewish humanists, but they were universalists. Marx didn't operate as a Jew. He operated as a humanist who happened to be of Jewish origin. There is no culture
of Jewish humanism. And when they are telling us that they are do what they do in the name of Jewish spirit, being secular, it is not clear what. They are bluffing, they are spinning, they are lying to us. I don't like it. Ce qui est intéressant, c'est que dans cette période de crise aggravée, le système qui achetait avant des gens d'une certaine qualité intellectuelle comme Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre est l'exemple parfait du collabo du système, de cette gauche la plus intelligente du monde, qui a vraiment fait le sale travail à partir des années 35 et après-guerre. Hein. Je pense que sans Jean-Paul Sartre, il n'y aurait pas eu Bernard-Henri Lévy. Hein. C'est l'origine de tout ça. Mais on voit bien qu'aujourd'hui, on ne coopte plus des normaliens et des gens qui ont une œuvre, mais le fond du panier humain, quoi, je veux dire, c'est-à-dire des Philippe Val, des Caroline Forest, ce qui veut bien dire qu'on est dans une période de crise aggravée, parce que le système qui est tout puissant en termes d'argent n'arrive à recruter comme capot que des gens d'une grande médiocrité intellectuelle, humaine, c'est une évidence, quoi. Caroline Forest, Bernard-Henri Lévy, Philippe Val, plus toute la clique de ce qui est devenu Libé, ce qui est devenu Charlie Hebdo, journal néo-conservateur dont le travail principal est de pousser à la violence contre le petit peuple musulman de France. C'est quand même incroyable comme retournement. Voilà, on en est là aujourd'hui, ce qui veut bien dire que on est dans une période je dirais je sais pas comment on dit, de kairos, c'est-à-dire proche de l'éclatement, où les choses se voient parce qu'elles sont très radicales. Avec, au bout du bout, n'oublions pas, parce que c'est récent, la démission du pape. Ce qui veut bien dire que le trône de Pierre est vacant. C'est un symbole très très fort. Si on parle aujourd'hui de cette domination sioniste sur le monde, qui est une domination judéo-sioniste, c'est que le pape démissionne. C'est-à-dire qu'il ne peut plus faire son travail, il le reconnaît, et finalement il laisse le trône de Pierre vacant. C'est-à-dire qu'on est on donne raison aux CD vacantistes. C'est-à-dire que c'est effectivement ce qu'on appelle la destruction du 4e Empire qui arrive à son terme, c'est-à-dire l'effondrement, la mise à mort de Rome, c'est-à-dire de l'Occident helléno-chrétien et du catholicisme. Hein. Quand apparaît cette idéologie d'un peuple élu et du reste du monde qui est une sous-humanité, c'est là que se structurent progressivement des stratégies pour assurer cette domination. Et puis alors tout un tas de fantasmes un peu ridicules, hein, où on nous explique pourquoi on cherche à justifier l'injustifiable, cette division de l'humanité en deux catégories. Hein? Pourquoi certains ont des privilèges et que les autres doivent être soumis. J'étais très surpris d'étudier là ce qu'ils avaient appelé le sommet de Jérusalem, où il y a quelques années, tous les néoconservateurs des États-Unis, les grands dirigeants israéliens de tous partis confondus, tout ça, avaient fait une réunion politique, et évidemment pour justifier qu'il fallait leur donner de nouveaux moyens militaires et tout ça. Mais des gens très sérieux, des personnalités importantes, pas des imbéciles, avaient développé l'idée qu'il est très important qu'il y ait la paix à Jérusalem, et la paix telle qu'ils l'entendent, c'est-à-dire qu'on ait mis tous les Palestiniens à la porte, qu'on ait récupéré Jérusalem-Est, que Jérusalem devienne la capitale de l'État d'Israël, que celui-ci puisse s'étendre, etc., etc. Donc c'était très important qu'on fasse ça, parce qu'il n'y aura jamais la paix dans le monde s'il n'y a pas la paix à cet endroit-là, tel que nous définissons la paix. Donc c'est une sorte de pensée magique. Si on accède à nos revendications à cet endroit-là, alors il y aura la paix sur le monde. Mais si nous, peuple supérieur, nous ne réalisons pas nos revendications, alors le reste du monde est voué au chaos et à la guerre et à la misère. Avec ce développement de la puissance militaire est venu ce rêve quasiment messianique, parce que
les Juifs redécouvrent aujourd'hui, c'est assez étonnant de constater, enfin pour ceux qui suivent l'actualité juive ou israélienne, à quel point le Messie est devenu quelque chose de très important, de très actuel. La plupart des Juifs attendent le Messie, réellement le Messie. Et ce n'est plus le Messie comme... c'est plus exactement le Messie comme dans la Bible, ou comme dans la tradition plutôt, parce que la Bible n'en parle pas, mais dans la tradition orale. Mais c'est une espèce de place centrale d'Israël dans le monde, et d'ailleurs on parle de Jérusalem comme capitale mondiale. Ça fait partie du projet eschatologique, c'est-à-dire de faire de Jérusalem une ville internationale, mais évidemment dominée par Israël, enfin dominée par les Juifs, par le sionisme, mais qui serait reconnue comme telle, c'est-à-dire une espèce de capitale spirituelle. Et beaucoup parlent aussi d'Israël comme une nation qui éclaire le monde, comme une nation à laquelle le monde, les autres pays apportent leur contribution, et comme les rois mages s'inclinent devant cette création divine. Et je vous assure que beaucoup d'Israéliens y pensent et y croient, et même les laïcs. Dans la tradition juive, on dit beaucoup que la paix à Jérusalem est la condition de la venue du Messie. Le Messie arrivera par une certaine porte de la vieille ville, et il arrivera soit pour faire la paix, soit quand la paix soit faite. Donc, véritablement, il y a une dimension, en quelque sorte, utopiste, messianique ou utopiste, de Jérusalem comme lieu de la paix. En fait, les espoirs de paix dans cette région sont liés à ce qui se passera à Jérusalem même. On a souvent dit, par exemple, que le Liban serait le deuxième pays après l'Égypte à faire la paix. Pas jamais le premier. En fait, on se rend bien compte que le Liban sera le dernier pays à faire la paix. Et bien là, de la même façon, je pense que Jérusalem sera le dernier problème résolu. Parce que personne n'a intérêt à céder, ni les Palestiniens qui ne reconnaîtront pas l'indivisibilité israélienne, ni les Israéliens qui n'accepteront pas. Donc je pense que le statu quo est le plus vraisemblable, même si on peut imaginer, rêver d'un Jérusalem devenant capitale de la planète, qui sera un jour unifié autour d'un gouvernement mondial. C'est un joli lieu pour un gouvernement mondial. Mais voilà, il faut toujours cimenter ce qui est un projet politique par une manipulation des religions. Et après, il faut rentrer dans la destruction précise des peuples que l'on domine, en les privant de leur culture, en les privant de leurs valeurs, et donc ce qui à la fin les empêche de résister. Le but c'est pas de comment dire, la destruction de ces cultures n'est pas un but en soi, c'est un moyen pour la domination. Le sionisme, disons, c'est l'expression d'une domination par un groupe. C'est-à-dire qu'il y a un groupe qui doit dominer la planète. Maintenant, ce groupe infiltre des religions, infiltre des idéologies. Là, visiblement, la religion qui est infiltrée par ces personnes, et je distingue bien le judaïsme de leur programme, ils ont infiltré le judaïsme, comme ils sont en train d'infiltrer l'islam, parce qu'aujourd'hui, certaines pratiques ou certains groupes religieux musulmans, par exemple que je qualifierais de wahhabites, vont exactement dans le sens des sionistes qui ont infiltré le judaïsme. Comme ils vont dans le même sens que des sionistes qui ont infiltré le christianisme à travers de certains mouvements sionistes évangéliques. Donc il y a un projet en commun qu'ils tentent de mettre en place en infiltrant les différents groupes qui, au départ, ont des
des objectifs tout à fait louables. Les religions en tant que telles, normalement, appellent à l'amour, appellent à la cohésion, appellent à la justice. Alors il faut toujours infiltrer ce qui est noble et puis le détourner de son objectif, de ses objectifs. It's a tragedy. It's because the Jewish people have been living hundreds and hundreds of years in Muslim communities, enjoying the hospitality, the safe haven of Muslim and Arab countries. And in Palestine, we've been living together for hundreds and hundreds of years without any problems, harmonic coexistence, babysitting each other's children. And the only time that this rift developed, that this mistrust and the endless river of bloodshed happened is since the advent of Zionism, which is around 100 years ago. And to explain away all these problems as being because of anti-Semitic, because of religious reasons, is a terrible injustice. So we want to correct this, and we hope that the new generation of media will tackle this problem. And if they correct that, then there could be repercussions in the future, ripple effect, that there could be peace with God's help, both in the Holy Land, Palestine, Middle East, and around the world. يحيى بركات مخرج سينمائي فلسطيني. حاليا أنا برأس جماعة السينما الفلسطينية، وبنفس الوقت أنا مستشار لهيئة الإذاعة والتلفزيون الفلسطيني. أيضا بدرس بجامعة القدس مواد عملية تصوير وفيلم وثائقي. أيضا يعني بنشوف بأنه في بداية بناء دولة إسرائيل الحركة الصهيونية افتعلت كثير من التفجيرات على سبيل المثال في مصر من أجل أن تدفع الشعب المصري والحكومة المصرية في ذلك الأوان لمهاجمة اليهود الموجودين أو لسجن بعض اليهود أو لاعتقال بعض اليهود من أجل أنهم يدفعوا أيضا اليهود الموجودين في مصر للهجرة لفلسطين. وهذا أيضا تكرر في أكثر من بلد عربي كان موجود فيه يهود، وكانوا اليهود عايشين بشكل كثير مسالم، وكانوا جزء من نسيج المجتمع في مصر أو نسيج المجتمع في ليبيا أو في اليمن أو في العراق. إلا أنهم الحركة الصهيونية افتعلت كثير من التفجيرات والقضايا اللي جعلت من هذه الأنظمة إنها تمارس نوع من أنواع الاضطهاد على اليهود، وهذا ساهم بأنه اليهود يغادروا هذه البلدان باتجاه فلسطين. Personnellement, je considère, comme ça, quand j'y pense, que j'ai un compte personnel avec l'État d'Israël. C'est-à-dire, en tant que juif marocain, je considère que la communauté juive marocaine, qui était forte de 400 000 personnes dans les années 50, et qui était riche sur le plan de l'artisanat, de la musique, les plus grands chanteurs à l'époque étaient des juifs. Il y avait toutes sortes de monde. Et les sionistes ont cassé, ont brisé cette communauté. Ils l'ont pour leur propre, pour les emmener dans le désert, pour en faire de la chair à canon, etc. Ou du lumpen prolétariat. Et quand je pense à ça, et je pense à ma famille qui vit plus ou moins enfin, je veux dire que c'est jamais réellement... Bon, les enfants s'intègrent, c'est obligé. Mais eux, ils sont assis entre deux chaises. Et je pense à ce massacre, à ce crime historique qu'ils ont commis. Et ils l'ont fait dans tous les pays arabes. Et ça, je pense que c'est une dimension qui n'est pas réellement politique, mais qui est personnelle, communautaire, et ça me touche énormément. C'est un élément, c'est une dimension que lorsque j'y pense,
me fait énormément mal au cœur. In the American Jewish community, you know, for many, many years, Zionism was a very minority current. Until after World War II, I would say most Jews were not Zionists. You know, many Jews were living in Eastern Europe in a culture that went back hundreds of years. They weren't interested in moving to Israel particularly, or being part of Israel. But since the end of World War II, this movement to try to get more American Jews to go to Israel, to see Israel as the homeland of all Jews, to get people to give money to Israel or defend Israel, has been underway, you know, since 60 years now, and it's had a big effect, largely because as information came out about what happened in World War II, as people understood that millions of people were killed, there was a feeling of insecurity and of fear, and that this could happen again. And, you know, Israel positioned itself as the defender of the Jews. You know, ironically, one of the very first things that Israel did was to destroy the Jewish language. They destroyed Yiddish as the main language of Eastern European Jews. Didn't want it in Israel. They wanted Hebrew. They wanted a more macho society built around the idea of a Sabra, you know, a person who was born in Israel, a kind of a Sparta idea, you know, that Israel would be, you know, this center of defense of Jewish people worldwide, and that all Jews essentially are Zionists. So if you criticize the leadership of Israel as a Jew, you know, you can't be called anti-Semitic, but you can be called self-hating. You're a self-hating Jew if you don't accept the Israeli government. Yeah, I'm not just a self-hater. I'm a proud self-hater, and what this means is that I try to understand what is it in me which I don't like, and to try to transform this knowledge into a general